Salut tout le monde et bienvenue sur l'histoire à travers le monde. Aujourd'hui, on s'attaque à un poids lourd de l'histoire européenne. Un pays qui sent bon le soleil, les pastéis de nata et une pointe de nostalgie, le Portugal. Alors, attachez vos ceintures, car nous allons voyager dans le temps. Tout commence avec des tribus celtes qui se baladent tranquillement. Puis débarquent les Romains et comme d'habitude, ils construisent des routes, des ponts et des monuments. C'est leur truc. Les Romains nomment la région Lusitanie. Et bim, le premier nom stylé. Après la chute de Rome, c'est le grand bazar. Des peuples germaniques, comme les Suèves et les Wisigoths, débarquent et installent leur propre royaume. C'était un peu comme une colocation géante et mal organisée. Puis, au 8e siècle, un nouveau joueur entre dans la partie, les Maures, venus d'Afrique du Nord. Ils apportent avec eux l'irrigation, l'algèbre, les agrumes. En gros, ils ont sacrément amélioré le game. Pendant des siècles, la péninsule ibérique devient un mélange fascinant de cultures chrétiennes, juives et musulmanes. Mais les seigneurs chrétiens du Nord n'étaient pas super fans de ce partage. C'est le début de la Reconquista. Et c'est là qu'un personnage clé entre en scène, Afonso Henriques. Au début, il est juste comte du Portugal sous l'autorité du roi de Léon et Castille. Mais Afonso, c'est un ambitieux. La légende raconte que Afonso Henriques a même dû se battre contre sa propre mère pour le pouvoir. En 1139, après une victoire éclatante à la bataille d'Ourique, il se proclame roi du Portugal. C'est fait, le Portugal vient de naître, il passe le reste de sa vie à pousser les Maures vers le sud, agrandissant son petit royaume. Le Portugal continue de grandir. Quelques siècles plus tard, on arrive à une période cruciale, les grandes découvertes. Fin du XIVe siècle, le Portugal est en crise, comme toute l'Europe. La peste noire a fait des ravages, l'économie est à plat. Et puis, il y a ce voisin un peu encombrant, la Castille, qui a toujours des vues sur le Portugal. Que faire ? Un certain roi, Jean Ier, et surtout son fils, le fameux Henri le Navigateur, ont une idée de génie. Et si on allait voir ce qu'il y a sur l'océan ? À l'époque, c'était un peu comme dire « et si on allait coloniser Mars ?» L'océan Atlantique, c'était la mer des ténèbres, pleine de monstres et de chutes vers le néant. Mais Henri, lui, il y croit. Il ne naviguera jamais vraiment lui-même, mais depuis sa villa dans l'Algarve, il finance des expéditions, rassemble des cartographes, des astronomes et des marins courageux. Il crée une sorte de NASA du XVe siècle. Au début, les Portugais longent simplement la côte de l'Afrique à bord de leurs beaux navires. Puis, ils découvrent Madère et les Açores. Puis, ils vont de plus en plus loin. Ils passent le Cap Bojador, considéré comme la fin du monde connu. Chaque voyage est une épopée. Ils inventent un nouveau type de bateau, la caravelle, plus légère, plus maniable, parfaite pour l'exploration. Le but ultime ? Trouver une nouvelle route maritime vers les Indes pour contourner les intermédiaires musulmans et vénitiens qui contrôlent le commerce des épices. Les épices, c'était le pétrole du XVe siècle. Ça valait une fortune. Bartholoméo Dias, en 1488, réussit un exploit. Il double le cap maritime de Bonne-Espérance, la pointe sud de l'Afrique. La nouvelle route maritime est ouverte. 10 ans plus tard, en 1498, c'est Vasco de Gama qui termine le travail. Il part de Lisbonne avec 4 navires, contourne l'Afrique, traverse l'océan Indien et arrive enfin en Inde. C'est un choc des cultures monumentales. Imaginez, des Européens qui n'avaient quasiment jamais vu de poivre ailleurs que sur la table d'un roi débarquent dans le supermarché mondial des épices. Le voyage de retour est terrible, la moitié de l'équipage meurt du scorbut, mais quand il rentre à Lisbonne avec sa cargaison, c'est le jackpot. Le Portugal devient la première superpuissance mondiale. Pendant tout le XVIe siècle, le Portugal est le maître des mers. Ils établissent des comptoirs commerciaux partout, en Afrique, en Inde, en Chine, Macao et bien sûr au Brésil. Découvert un peu par hasard en 1500 par Pedro Álvares Cabral qui s'était un peu trop éloigné de la côte africaine. Lisbonne devient la ville la plus riche du monde. L'or, les esclaves, l'ivoire et surtout les épices affluent. C'est l'âge d'or du Portugal. On construit des monastères et des tours incroyables, comme le monastère des Hiéronymites ou la tour de Belém avec de l'argent des épices. C'est ce qu'on appelle le style manuélin, un style architectural qui crie « on est riche et on l'assume ». Mais tout ce qui monte doit redescendre. En 1578, c'est le drame. Le jeune roi Sébastien, un peu trop zélé, part en croisade au Maroc et se fait tuer à la bataille des Trois Rois. Il n'a pas d'héritier. C'est la crise de succession. Et qui en profite ? Le roi d'Espagne, Philippe II, qui est aussi un cousin, il envahit le Portugal et devient roi en 1580. Pendant 60 ans, le Portugal perd son indépendance, c'est l'Union ibérique. Les ennemis de l'Espagne, comme les Hollandais et les Anglais, en profitent pour attaquer l'Empire portugais et leur piquer des colonies.
En 1640, les nobles portugais en ont marre, ils organisent une révolution et remettent un roi portugais sur le trône, Jean IV. Le Portugal redevient indépendant, mais il a perdu de sa superbe. Le pays se tourne alors vers sa plus grande colonie, le Brésil. Et là, coup de chance incroyable, on découvre des mines d'or gigantesques au Brésil. Pendant tout le XVIIIe siècle, l'or brésilien inonde le Portugal et finance le baroque portugais. C'est une période de faste, mais aussi une économie de rente un peu artificielle. Et puis, le 1er novembre 1755, le jour de la Toussaint, alors que toutes les églises de Lisbonne sont pleines, la terre tremble. Un séisme dévastateur suivi d'un tsunami et d'incendies rase la ville. C'est l'apocalypse. Toute l'Europe est sous le choc. Mais un homme va émerger de ce chaos, le marquis de Pombal, le premier ministre du roi. C'est un despote éclairé, un homme de fer. Il prononce cette phrase célèbre « Enterrez les morts et nourrissez les vivants ». Il prend les choses en main, empêche les pillages et surtout, il reconstruit Lisbonne selon un plan ultramoderne, quadrillé, antisismique. La ville que l'on visite aujourd'hui, c'est en grande partie son œuvre. Le 19e siècle est compliqué. Napoléon envahit le pays, la famille royale doit s'enfuir au Brésil. Rio de Janeiro devient la capitale de l'Empire portugais. C'est la seule fois dans l'histoire qu'une colonie devient le siège de sa métropole. Finalement, les Français sont chassés, mais le Brésil en profite pour déclarer son indépendance en 1822. C'est un coup dur pour le Portugal. Le reste du siècle est marqué par des guerres civiles et une instabilité politique chronique. On arrive au XXe siècle. La monarchie est de plus en plus faible. En 1910, une révolution la renverse et proclame la Première République. Mais c'est un régime très instable. En 16 ans, il y a eu plus de 40 gouvernements. Ce chaos ouvre la voie à un coup d'État militaire en 1926. Et c'est là qu'un certain Antonio de Oliveira Salazar, un prof d'économie très austère, est appelé pour redresser les finances. Il le fait si bien qu'il finit par prendre tout le pouvoir. En 1933, il instaure l'Estado Novo, le nouvel État. C'est une dictature nationaliste, conservatrice et catholique qui va durer près de 50 ans. Salazar maintient le Portugal hors de la Seconde Guerre mondiale, mais il isole le pays du reste du monde. La devise, c'est « Dieu, patrie et famille ». Il y avait une police politique, PIDE, Police internationale et de défense de l'État, était la police secrète et politique du Portugal sous le régime de Salazar. Elle a joué un rôle central dans le maintien de l'ordre autoritaire de l'Estado Novo, un régime dictatorial en place de 1933 à 1974. Et surtout, au même temps, Salazar s'accroche désespérément aux colonies africaines, Angola, Mozambique, alors que le reste de l'Europe est en pleine décolonisation. Cela mène à des guerres coloniales longues et sanglantes qui vident le pays de sa jeunesse et de ses ressources. En 1968, Salazar est victime d'un accident domestique. Il tombe de sa chaise et est remplacé par Marcelo Caetano, qui tente une légère ouverture mais sans toucher au fond du problème. Le régime est à bout de souffle. Et on arrive au 25 avril 1974, le grand final. Ce jour-là, des jeunes officiers de l'armée, lassés par la guerre coloniale, organisent un coup d'État. Le signal de départ est une chanson diffusée à la radio, Grandola Villa Morena. C'est incroyable, mais c'est une révolution quasi sans violence. Les gens sortent dans la rue pour soutenir les militaires et mettent des œillets rouges dans le canon de leurs fusils. C'est pour ça qu'on l'appelle la révolution des œillets. En une journée, la plus vieille dictature d'Europe s'effondre. S'ensuit une période un peu agitée, le processus révolutionnaire en cours, avec des nationalisations, des réformes agraires. Mais finalement, le Portugal choisit la voie de la démocratie parlementaire. Il accorde l'indépendance à ses colonies et, en 1986, il rejoint ce qui est aujourd'hui l'Union européenne. C'était la consécration de son retour dans la famille des démocraties européennes. Depuis, le Portugal a connu des hauts et des bas, comme la crise de la dette dans les années 2010, mais il s'est toujours relevé. C'est aujourd'hui un pays moderne, dynamique, qui a su préserver son charme unique, son histoire incroyable et cette fameuse saudade, ce sentiment doux amer de nostalgie qui le caractérise si bien. Voilà, c'était l'histoire du Portugal en accéléré, écrite par Tiago Pinto. J'espère que ce voyage dans le temps vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de commenter pour me dire quel autre pays vous aimeriez voir et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était un plaisir, merci à tous et à très bientôt. Ciao.